Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle interview, cette fois-ci sur Tixbo. Donc déjà merci à toi d'avoir accepté de répondre à mes questions, ça c'est pas facile. Avec grand plaisir, merci pour Vraiment. Ah mais de rien, c'est tout naturel vraiment de t'inviter parce que t'es quelqu'un quand même de bien placé dans les sports pour répondre à mes questions. Pour commencer l'interview, j'aimerais bien que tu te présentes et que tu nous expliques quel est ton rôle au sein de BitGenius. Alors me présenter c'est un peu long parce qu'il y a pas mal de choses à dire, écoute. Mais IRL, j'ai 20 ans, je m'appelle Nicolas, je fais des études de design graphique. À Lille, très exactement. J'habite en France depuis 5 ans, je suis né et grandi en Espagne. Dans le milieu de l'e-sport, j'ai commencé à peu près à évoluer il y a de ça 3 ans sur H1Z1, pour ceux qui ont connu ce jeu malheureusement mort aujourd'hui. J'ai très peu été dans l'optique de devenir joueur, j'aimais énormément jouer au jeu, mais j'aimais énormément aussi la scène qu'il y avait autour, etc. Les équipes, la gestion des joueurs, l'accompagnement des joueurs, etc. Et j'étais dans une équipe H1Z1 avec qui j'étais donc joueur, je suis rapidement devenu coach. Rien de professionnel, rien d'amateur même, c'était vraiment une équipe d'amis à la base. Et ensuite, j'ai switché sur Fortnite à l'apparition du jeu, à la disparition d'H1Z1. Et ça m'a permis de me lancer dans l'e-sport réellement à ce moment-là, de passer donc d'un jeu qui était en train de mourir à un jeu qui était en pleine croissance. Et bon, je saute un petit peu le début de mon parcours e-sport, mais je me retrouve chez BitGenius, où je suis donc manager, et mon travail donc au sein de la structure, c'est de gérer le pôle Fortnite, et uniquement le pôle Fortnite. Donc le recrutement des joueurs, l'accompagnement de ceux-ci en LAN, que ce soit la gestion des budgets, des réservations, des déplacements, mais aussi la réflexion autour des projets Fortnite, parce que BitGenius organise également des événements sur le jeu. Aussi la réflexion avec les coachs sur l'organisation, la gestion des plannings, les allées et venues des coachs. En fait, toutes les décisions à peu près qui vont être prises dans ce pôle Fortnite passent par moi, en gros. Ouais, donc toi t'as un rôle un peu essentiel dans le roster Fortnite et dans la structure BitGenius. Dans toutes les structures et dans tous les pôles, il y a besoin un peu comme ça de quelqu'un qui gère le tout. En fait, surtout je redistribue ce qu'il y a à faire, que ce soit au coach, aux joueurs, etc. Mais effectivement, j'ai un peu la vision sur tout, je connais tout le monde et je suis dans tous les entretiens, etc. Quelle est l'origine du pseudo Tixbo? Alors ça, j'en ai très peu parlé en live, je me demande même si c'est pas la première fois que j'en parle en live. Ah ben... Mais alors j'étais un très grand joueur de Dofus à l'époque, je m'appelais Slowmania, donc là j'ai pas trop d'explications de pourquoi Slowmania. Tout ce que je sais c'est qu'un jour ça m'a saoulé d'avoir un pseudo en 2 mots, donc avec un tiré entre les deux. Et j'ai donc décidé de pouvoir appeler tous mes personnages Dofus avec un même préfixe. Donc j'avais choisi, je sais plus trop pourquoi, T, donc TY. Et pour pouvoir appeler mes personnages T-Mid, Titan, T-Rex, Razonorus Rex, il y en a plein. Je cherchais du coup un pseudo qui donc ne veulent rien dire et soit un seul mot qui commence donc par T. Comme ça c'était Tixbo avec ses personnages Timide, Titan, T-Rex, etc. Et du coup j'ai pris Tixbo, je me rappelle être en cours en peut-être 5e ou 4e et écrire sur une feuille plein de mots qui voulaient rien dire qui commençaient par T et d'être resté donc sur Tixbo. Voilà. Ah ouais, toi t'as vécu quand même une péripétie pour ton pseudo. Franchement, il n'y a pas tout le monde qui s'est pris la tête comme toi, vraiment, à bien détailler comme ça, à chercher autant. Et du coup, comment toi t'as connu l'e-sport en général? J'ai pas une date précise, même j'en ai fichtrement aucune idée de comment j'ai vraiment connu l'e-sport. Enfin, la fois où j'ai posé la question qu'est-ce que c'est l'e-sport en gros. Mais ce que je sais, c'est que je regardais les Ghoul Terminator sur Dofus, je pense que j'étais genre en CM2, quelque chose comme ça. Et voilà, c'était déjà un objectif de vie, CM2, centaines de milliers d'heures de jeux Dofus. Voilà, mon objectif c'était les Ghoul Terminator, on va pas se mentir. Mais je pense que la première fois que je connais un vrai quelque chose d'e-sport, parce que Ghoul Terminator c'était quand même très... Voilà, y a pas grand chose à gagner, c'était pas très encadré, etc. C'est les Worlds LOL. Et je pense que c'est là où je me dis vraiment, j'ai vraiment envie de faire ça. Je jouais très peu à LOL, j'étais très mauvais et je le suis toujours d'ailleurs. Et je trouvais ça trop bien de voir le stade rempli de supporters avec les 10 pélos qui jouaient à LOL et qui tapaient dessus pour représenter leur équipe, ça m'a paru ouf. Et je devais être petit, je devais être pareil peut-être. T'as vu un avenir quand t'as vu les stades remplis comme ça avec les spectateurs, les gens qui applaudissent et tout, comme c'était un vrai match de foot. Exactement. D'accord. Exactement. Et toi, si on devait détailler ton parcours dans l'e-sport, il a commencé quand? Du coup, il est comment dans l'avenir? Je pense que mon vrai premier pas dans l'e-sport, c'est quand je rentre chez Konix eSport. Malheureusement, une structure défunte aujourd'hui qui a changé de nom, qui a perdu son sponsor, qui s'appelle SMG eSport. En fait, je suis avec un groupe d'amis, on jouait à Fortnite. Et j'avais fait une cup, l'une des toutes premières cups françaises. Je sais plus exactement comment elle s'appelait, mais je sais même plus s'il y avait de l'argent. Non, je pense pas, mais très rapidement. Et en fait, voilà, cette première cup, je la joue et je suis en mode, ok, bon bah, laisse tomber. Enfin, oublie. Je me suis rendu compte que c'était pas du tout ce que j'avais envie de jouer. À ce moment-là, en fait, Ico me dit, mais tu voudrais pas me coacher?
me suivre en tant que coach et manager, et j'ai rapidement dit oui. J'ai rapidement été en mode oui, voilà, moi je peux jouer avec toi parce qu'on est potes, mais en fait je peux pas jouer avec toi parce qu'on n'a pas du tout le même niveau, et j'ai absolument pas l'ambition ni l'envie de devenir vraiment bon, quoi. Ouais, ça Donc, va. du coup, avec ce joueur Tico, on a recherché d'autres joueurs qui venaient eux aussi d'H1Z1 par coïncidence, qui étaient Darko, RDN. C'est ça l'autre, ça. Et Zox, bien sûr, pardon, je oublie Zox. Et donc avec ce groupe de 4 petits mecs qui étaient trop forts au jeu, et moi qui donc les accompagne en regardant ce qu'ils font, en essayant de les coacher avec mes faibles connaissances, et à les accompagner dans leur management et leur recherche de structure, j'ai contacté Konix et on a été signé par Konix eSport. Donc ça, c'est notre tout premier contrat. Donc ça veut dire que tu peux remercier un peu ton pote, entre guillemets, qui t'a permis un peu de découvrir ce Tico. monde. Complètement. Après les deux, ça faisait vraiment des années qu'on jouait ensemble, mais on est arrivés les deux comme petits nouveaux dans ce monde-là. Je remercie par contre particulièrement Xela et Kouchou de chez Konix eSport, SMG du coup aujourd'hui, qui nous ont grave fait confiance. On était 4 jeunes, avec aucune expérience dans l'e-sport sur aucun jeu, et ils se sont dit, ils ont l'air sympas, ils ont l'air d'avoir un niveau intéressant, les joueurs, etc. Et donc ils nous ont tous encadrés, ils nous ont permis de prendre nos envols. Aujourd'hui, il n'y a plus que moi de cette équipe-là qui est continué dans cette voie-là. Les 4 autres continuent à jouer, mais par plaisir. C'est ma toute première expérience dans l'e-sport et j'en regrette pas un bout, c'était vraiment fou. Et ensuite, j'ai continué par rejoindre Exalti en tant que coach manager, surtout manager à l'époque. Ensuite, j'ai rejoint Osmose avec Keyman, Subs, etc. qui aujourd'hui a fermé, Osmose. Ça n'a pas duré très longtemps, mais c'était un peu pour moi la possibilité de me tester en tant que coach. Voilà, on avait un manager et moi j'étais que coach. Et ça m'a fait me rendre compte qu'en fait le côté management me manquait trop si je le délaissais, et du coup j'ai rejoint BitGenius quelques mois plus tard en manager et plus en coach, et je regrette pas du tout ma décision. Tout ce que tu viens de me raconter, c'est un peu comment tu es devenu manager, parce que c'était la question qui venait après. Comment t'es venue l'idée de devenir manager? C'est un peu grâce à ça de te monter un peu sur la scène e-sport et de te faire découvrir un peu tous les points de vue essentiels à avoir auprès des joueurs, des staffs et tout. Complètement. Je trouvais en fait le côté coach m'obligeait à avoir un suivi poussé du jeu, donc non seulement de jouer mais de connaître très bien les méta, etc. Ce qui en soi était peut-être un peu trop technique pour moi, peut-être trop proche du jeu, je sais pas trop, mais en tout cas je perdais de l'intérêt à m'occuper des joueurs, etc. parce que j'étais désintéressé par non pas le jeu mais ce côté-là très technique, alors que le côté manager est beaucoup plus sur l'humain. Je passe énormément de temps à parler avec mes joueurs, j'adore les accompagner en LAN, je suis personnellement ce qu'ils font de leur vie, et on a des jeunes joueurs, donc ça m'arrive énormément d'avoir les parents au téléphone, de voir avec eux qu'est-ce qu'on peut mettre en place par rapport à leur vie IRL, etc. Et en fait c'est vraiment ça qui m'intéresse, je pense, dans le management, c'est vraiment le côté humain, accompagnement, et voilà, je suis vraiment à disposition des joueurs. S'ils ont besoin de quoi que ce soit, en fait ils m'envoient un message et soit je vais les rediriger vers la personne adéquate, soit je peux les aider directement. Et ça, en tant que coach, c'était trop rangé pour moi, trop, voilà, on se retrouve de 18 à 19, j'analyse ta game et tel est mon travail, tu vois. En fait, ce que tu fais de ta vie, j'en sais rien, et je vais juste t'aider à être meilleur au jeu techniquement, et c'est tout, quoi. D'accord. Et du coup, toi, t'as choisi de devenir manager par toi-même, ou est-ce que tout ça s'est fait naturellement quand t'es arrivé dans une structure? Ma toute première structure que je rejoins, du coup, qui est Konix, dont je parlais tout à l'heure, j'ai tout de suite été pris en tant que manager coach, parce qu'on s'est présenté comme ça avec mon groupe, avec les 4 joueurs dont je parlais. Et ouais, honnêtement, c'est un choix parce que, comme je dis, j'ai pas fait un an de je vais essayer d'être joueur, et j'ai abandonné, et du coup je finis manager par dépit. En fait, très rapidement, le jeu avait peut-être 3 mois, ou en tout cas il avait du succès depuis 3 mois, même pas 2 mois, je pense. C'était bien avant la toute première LES sur le jeu, donc en 2018, oui. Et j'ai tout de suite dit, en fait, ouais, voilà, j'ai pas du tout envie de me mettre à tryhard et à beaucoup jouer, etc. J'ai tout de suite envie de gérer ce groupe de gens, j'ai tout de suite envie de les accompagner, etc. J'ai envie d'avoir un œil sur tout ça, sans avoir la contrainte d'être forcé à jouer. En fait, moi, je joue pour le plaisir, j'ai pas vraiment envie d'avoir cette sensation de jouer pour tryhard, et quand ça me saoule, continuer à jouer parce que c'est mon métier, tu vois. Et du coup, t'as toujours été manager ou t'as occupé un autre poste? J'ai fait très brièvement, il se trouve que je fais des études du coup de design graphique, donc de la communication, du marketing, du design, Photoshop, Illustrator, InDesign, tout ça. Et donc je me suis posé un peu la question à un moment de est-ce qu'il fallait pas que je sois graphiste dans ce monde que j'aime tant qui est l'e-sport. Est-ce que c'était vraiment logique d'être manager mais de faire comme métier à côté graphiste? En fait ça n'a vraiment rien à voir. Donc je me suis un peu posé la question, et toujours chez Konix, mais bien après du coup. Et on m'a proposé d'être responsable communication, donc un petit peu couteau suisse entre le graphiste, le community manager, le mec qui gère les équipes, qui va prévoir le planning de communication, va prévoir des campagnes de communication. Ça a été une expérience assez intéressante pour moi. J'englobais complètement tout ce qui touchait à la communication de la structure, mais c'était beaucoup trop éloigné des joueurs pour moi. Il se trouve qu'il y avait des joueurs Rocket League, CS, Fortnite à ce moment-là.
mais que j'avais aucun contact avec eux en fait. Je leur faisais leurs bannières, je les aidais pour faire leurs tweets, je faisais leurs tweets de résultats, etc. Mais j'avais aucun contact direct avec eux et ça m'a tout de suite énormément manqué. Et du coup, j'ai rapidement fait le choix de vraiment séparer mon travail et le management dans l'e-sport. Si un jour j'arrive à vivre du management dans l'e-sport, super. Et si j'y arrive pas, tant pis. En fait, juste, voilà, j'ai un travail à côté qui est être graphiste. Et j'ai ma passion qui est être manager chez BGN. T'es un peu ta double couteau, c'est-à-dire que si tu n'arrives pas à réussir dans le monde de l'e-sport, tu te recentreras sur le graphisme. Mais c'est même pour l'instant, j'évolue en me disant je vais vivre du graphisme. Et ma passion, c'est l'e-sport et je veux pas particulièrement en faire ma vie. Si il se trouve que j'ai une possibilité d'en faire ma vie, mais trop bien, je foncerai évidemment parce que faire de sa passion un métier, c'est incroyable. Mais c'est pas, je suis pas là en mode j'ai vraiment envie de vivre de ça, vu que de toute façon j'aime beaucoup le graphisme et je pourrais en vivre d'ici quelques années quand j'aurai fini mes études. Voilà, j'aime bien cette séparation entre ça c'est mon métier et ça c'est ma passion. D'accord. Et comment on encadre le roster Fortnite de BGenius? C'est super vague comme question. Je dirais avec humanité, je sais pas trop si c'est très français de dire ça, mais avec beaucoup de sincérité. Je fais pas trop fonctionner la hiérarchie de voilà, je suis votre boss, je vais vous engueuler, je vais vous mettre des coups de pression ou quoi que ce soit. Je considère qu'on est tous particulièrement jeunes dans le milieu. Bon, il se trouve que j'ai 20 ans et que la plupart des joueurs en ont 18 ou moins. Mais voilà, moi j'étais trop fan de l'e-sport quand j'avais leur âge, j'aurais kiffé faire ce qu'ils font. Et du coup, je suis très humain, j'aime beaucoup parler avec les joueurs, c'est ce que je te disais tout à l'heure. J'aime beaucoup voilà, communiquer, être marrant quand il faut être marrant, être sérieux quand il faut être sérieux. Mon job, c'est qu'ils soient dans les meilleures conditions pour perf et pour réussir. Et je pense que en fait, se sentir bien dans sa structure, être à l'aise avec les gens qui travaillent avec toi, c'est important. Ah oui. Donc flemme de leur imposer des plannings, par exemple. C'est quelque chose que beaucoup de structures font. À l'arrivée d'un joueur, je lui propose, je lui dis voilà, moi je suis à ta disposition avec les coachs si tu veux qu'on mette en place un planning d'entraînement, de travail, de quoi que ce soit. Et si le joueur me dit non, c'est non. Je vais pas du tout le forcer à avoir un rythme de travail ou quoi que ce soit. De toute façon, voilà, on est une structure amateur. Enfin, amateur. Ça n'arrive pas nos joueurs, on est amateur, techniquement. Je me sens pas de forcer les joueurs à faire quoi que ce soit. On est là tous pour s'entendre bien avant tout. Mais évidemment qu'on cherche un maximum de professionnalisme. Et d'ailleurs, je pense que c'est pour ça qu'on a beaucoup de joueurs qui restent longtemps dans notre structure plutôt que de changer de structure tous les 2 mois. C'est parce qu'on se sent un peu à la maison, il n'y a pas de pression. Et comptes-tu devenir manager privé pour certains joueurs Fortnite? Non, c'est une question que je me suis énormément posée. Ça se fait énormément actuellement d'avoir son agent, etc. Mais en fait, les peu d'agents avec qui j'ai pu parler lors de négociations avec des joueurs ou quoi que ce soit, j'ai pas trouvé ça très utile. Donc il y en a des très gentils et très bons dans ce qu'ils font. Hein. Mais en fait, je trouve ça un peu inutile parce qu'à partir du moment où ton joueur rentre dans une structure, t'as zéro mot à dire en fait dans ses décisions. Parce que on a des joueurs par exemple chez nous qui ont des agents et avec qui je m'entends très bien d'ailleurs les agents s'ils nous écoutent. Mais en fait le dernier mot du coup appartient vraiment au manager de la structure parce que t'es sous contrat avec la structure. Tu les représentes. Ouais, t'es lié. Voilà, c'est exactement ça. Donc non, je ne pense pas. Je trouve que c'est un peu la recherche d'attention. Je sais pas trop comment dire ça, mais voilà, en fait c'est très peu de travail. En fait, je trouve ça viable. Je trouve ça viable quand c'est un influenceur. Quand c'est un youtubeur, un streamer. La gestion d'une communauté, c'est long, difficile et fastidieux. Il faut toujours des trucs de graphisme, toujours des trucs de Discord, de papier, de finance, etc. Et ça, avoir un agent qui s'en occupe, je trouve ça très bien. Mais moi, je saurais pas faire ça. Par contre, voilà, quand on est joueur, avoir un agent, ça sert pas à grand chose. Le manager de la structure est déjà là pour ça. Voilà. Et comment se passe l'organisation d'un déplacement en LAN chez BGenius? Pour le coup, ça se passe un peu sur la volée. Déjà, dans un premier temps, il va y avoir la discussion entre les joueurs, moi et la direction, Yazur, Yuxa, qui sont les 2 présidents et CEO de BGenius. On va d'abord discuter donc entre moi et les joueurs, est-ce que c'est une bonne idée de faire cette LAN, avec évidemment l'avis des coachs qui font partie du staff et qui réfléchissent tout autant que nous là-dessus. Est-ce que ça vaut le coup au niveau des retombées, au niveau du cash prize, au niveau de la proximité, de où habitons-nous, etc. Et ensuite, je vais aller en parler donc avec nos supérieurs, qui vont me donner le feu vert ou non pour aller à cette LAN et qui vont avec moi décréter si c'est une LAN mineure ou majeure. Une LAN majeure, c'est une LAN type LES, GAO, GA Occitanie, etc. Les grosses LAN. Donc c'est LAN majeure, on va y aller. Un peu coûte que coûte, on va y mettre le budget, on va tout le monde bien, on défraie complètement et ça va être des LAN où on va du coup vouloir faire des retombées, faire du bruit, etc. Et si c'est une LAN mineure, on va peut-être un peu être plus réticent par rapport à ça, essayer de trouver quelle est la situation la moins chère pour envoyer nos joueurs.
on défraie au maximum, on réfléchit à comment faire pour que ça se passe bien, mais on ne se rend pas à toutes les LAN mineures. Et une fois que j'ai le feu vert donc d'au-dessus qui me dit si c'est mineur ou majeur, je vais regarder en particulier des Airbnb. J'aime pas du tout les hôtels, je trouve qu'on est très distants les uns des autres quand on est à l'hôtel, chacun rentre dans sa chambre. On n'a pas du tout la possibilité de cuisiner ou quoi que ce soit. Et donc du coup, plutôt Airbnb. Je vais prendre un Airbnb qui soit ni trop cher pour réduire au maximum les coûts, ni trop pourri parce que j'ai envie que tout le monde soit dans de bonnes conditions pour jouer. Et ensuite, je vais regarder en fonction de où habitent mes joueurs, comment les faire se déplacer. C'est moi qui vais leur réserver leur billet de train, qui vais regarder avec eux s'ils peuvent pas prendre un blablacar. Il se trouve que j'ai une voiture et que j'habite dans le nord de la France et que du coup, à peu près partout où sont les LAN, je peux un peu dévier mes trajets pour passer prendre des joueurs. Ça m'arrive énormément de passer à Paris pour aller prendre des joueurs ou quoi que ce soit, histoire de réduire les coûts et rendre le truc plus sympa et plus facile. D'accord. Et comment tu choisis du coup les joueurs qui vont en LAN? Rares sont les fois où tout le monde peut aller à une LAN. Donc très souvent, la présence ou non d'un joueur en LAN va pas se décider par nous, mais par sa possibilité d'aller en LAN, en fonction de ses cours, de son travail, de ses RTT, de ses parents, etc. C'est pas toujours facile d'envoyer les joueurs en LAN à partir du moment où ils sont tous très jeunes. Et donc voilà, déjà c'est un tout premier tri naturel de la distance, l'argent, quoi que ce soit. Et ensuite par contre, si on a, en l'occurrence on a 6 joueurs, mais si par exemple 6 joueurs nous disent je veux y aller, je peux y aller, si c'est une LAN majeure, ils vont y aller les 6, parce que voilà, ça fait partie de notre réflexion et du contrat d'ailleurs. On envoie les joueurs en LAN majeure tant qu'ils le peuvent. Si c'est une LAN mineure, on va y réfléchir. Effectivement, plus il y a de joueurs qui y vont, plus ça réduit le budget. Plus on va demander à chacun de y mettre un peu du sien. Et ça va compliquer un peu la chose. Mais techniquement, je pense que dans aucun cas de figure, je me retrouve à dire à un joueur, bon, tu peux y aller, mais je suis désolé, non. D'accord. Voilà. Ça m'est jamais arrivé en tout cas pour l'instant de dire à un joueur priorité à un tel. Ouais, de favoriser un autre. Exact. Comment se passe un peu la communication interne au sein de BitGenius? On parle tous énormément, c'est ce que je te disais tout à l'heure. On parle énormément par Twitter, même si c'est la guerre. Moi je suis très Twitter, il y en a qui sont très Discord, Veuc Falix. Et on parle énormément, on a des groupes Discord, on a un Discord très bien organisé et surtout on a des groupes Twitter. Donc le staff Fortnite réuni avec nos supérieurs. J'ai un groupe avec Yuxa et Valix qui est notre community manager et notre CIO. On a un groupe avec tous les joueurs, tous les coachs. Tous les joueurs ont une conversation privée avec moi, une conversation privée avec un coach, etc. Je pense que honnêtement, hormis les week-ends de LAN et l'organisation des LAN, c'est ce qui me prend le plus de temps chez BitGenius. C'est de parler avec tout le monde, de vérifier que tout le monde va bien, que tout le monde se sent bien, que tout est bien organisé, etc. Et ça se passe énormément par discussion. Et dès qu'un joueur a une information importante à savoir, il vient me voir. Et si j'ai pas la réponse, je fais remonter la question, que ce soit au service de communication avec Valix ou encore plus haut avec Yuxa qui peut me tenir au courant. Je parle énormément avec Yuxa qui est donc le président de la structure à nouveau. Rares sont les semaines où on se parle pas pour se tenir au courant des événements, des cups, du cast, de plein de trucs. On peut dire que la communication c'est quand même très important dans une structure. Ah ouais, c'est un peu tout ce qui fait gérer la structure. C'est plus important, complètement. Et pourquoi toi t'as choisi d'être manager sur le jeu Fortnite? J'ai besoin d'une proximité avec le jeu, enfin avec les joueurs. Donc c'était trop lointain pour moi, responsable communication. Mais en même temps, le côté technique d'un jeu m'agace pas mal. Enfin en tout cas, en tant que joueur sur un jeu pour le fun, j'aime bien. J'aime bien les jeux de gestion, de stratégie, etc. Donc j'aime bien le côté technique. Mais dès qu'il s'agit de vraiment analyser la technique pour ensuite la faire comprendre à quelqu'un, ça a pas trop collé la période où je l'ai fait. Enfin ça collait mais ça me faisait pas tant que ça plaisir de le faire. Donc j'en suis allé manager. Voilà. Et joueur, voilà, j'ai 20 ans, j'ai pas du tout les mécaniques d'être joueur. Voilà, ça se voit. La dernière été platine sur un jeu, c'était en 92. Et comment se déroule le recrutement de joueurs Fortnite chez BitGenius? En fait, on n'a pas de recrutement à proprement parler. C'est-à-dire qu'on n'a pas une période où on se dit bon voilà, on a tant de joueurs, on en veut tant. On va mettre un tweet en disant on cherche un joueur Fortnite, go nous DM vos Gamepedia. Comme on est beaucoup dans le staff, on a Valix qui aime beaucoup la scène Fortnite même s'il est community manager. On a 3 coachs, c'est-à-dire 3 qui sont Melio, Profi et un nouveau qui va être annoncé très prochainement d'ailleurs. Stay tuned. Twitter BitGenius, ça finira par apparaître d'ici la fin de semaine ou le début de la semaine prochaine. Mais voilà, on suit énormément la scène, on regarde, on scoute. On a d'ailleurs quelqu'un qui est là pour faire ça, qui est Sinip, qui connaît très bien les différentes scènes e-sport, qui a beaucoup d'expérience dans l'e-sport, et qui va nous dire voilà, lui je le sens bien, etc. Même nous, on regarde, on suit. Et en fait, quand il y a un joueur qui nous intéresse, on va l'approcher, on va le voir, on va voir avec lui ce qui est possible de faire, est-ce que ça peut l'intéresser, comment nous on peut l'accompagner au mieux, etc.
Mais en aucun cas, je prends quelqu'un dans mes DM. C'est difficile parce qu'il y a énormément de personnes qui ont des structures, etc. Qui donc approchent des profils comme le mien en mode voilà, je cherche une structure. Mais malheureusement, ça ne m'est jamais arrivé chez BitGenius de recevoir un DM d'un profil et de dire ah bah grave, ce profil il m'intéresse, je vais le prendre. Ouais, c'est toi plutôt qui démarche la personne avant que elle démarche. Et pourquoi devenir caster si on est déjà manager? J'ai toujours été très bavard, toujours beaucoup parlé. Je suis assez à l'aise en public. J'aime bien tenir des conférences, des conneries comme ça me fait toujours plaisir. Je pense avoir une oration intéressante, avoir une bonne éloquence. Et j'ai jamais vraiment mis ça au service de l'e-sport parce que je savais pas trop dans quelles conditions, est-ce que réellement c'était quelque chose qui intéressait, est-ce que j'avais assez de visibilité, etc. Et quand BitGenius m'a dit que Shark, qui est donc caster chez nous, voulait s'y mettre, que ça le faisait kiffer de caster un peu sur différents jeux, etc. Moi j'ai dit, bah alors avec grand plaisir. Et donc ça fait 2-3 mois qu'on prend énormément de plaisir avec Shark à caster autant du Valorant que du Fortnite. Ça nous fait vraiment kiffer, on s'adore, ça marche très très bien entre nous. Et le cast, c'est un vrai kiff, c'est un pur plaisir parce que j'apprends énormément. Je me considère pas du tout expérimenté en cast. Et c'est un vrai plaisir d'évoluer là-dedans et de découvrir comment rendre un cast intéressant et fluide, quoi. Bah, moi j'ai vu récemment, du coup, t'as été invité à la ZLAN organisée par Zerator. Donc pour toi, c'est quoi ta réaction quand tu vois que t'es invité quand même à une des plus grosses LAN organisées par un streamer? Honnêtement, j'ai hurlé de joie. Elle est drôle cette histoire parce que c'était... Je m'étais inscrit à la base avec donc Tico, dont je te parlais tout à l'heure, un très bon ami à moi qui du coup est un ancien joueur à moi également. On s'était inscrit à deux, pour ceux qui savent pas, pour l'inscription de la ZLAN, il faut s'inscrire avec sa chaîne Twitch. Et c'est les 50 plus gros duos qui sont pris, du coup, en fonction de leurs vues cumulées. Les vues cumulées, vous pouvez les trouver sur le profil de chaque page Twitch. C'est dès que quelqu'un passe sur le stream, ça vous fait une vue et elle reste à l'infini. Et donc voilà, ça vous fait un cumul de toutes les vues depuis le début de votre chaîne. Et donc on s'inscrit avec Tico, et au moment où on s'inscrit, on est 25ème, donc on est censé passer, vu qu'il y a 50 places. Et un ami à moi s'inscrit, Exakil, je pense que tu dois t'inscrire également, avec un pote à lui, et pareil, il pense passer, il a 700 000 vues, j'en ai 1,3 million à peu près, et donc on pense passer juste avec les vues chacun de notre chaîne. Donc moi avec les vues de ma chaîne, Tico pas de vues, Exakil avec les vues de sa chaîne, 700 000, et son ami pas de vues. Et en fait, plus le temps passe, plus les jours passent, plus on descend dans le classement et on se retrouve moi 60ème et Exaki le 75ème. Donc on se rend compte qu'en fait ça passera pas. Et donc du coup on s'est envoyé un message en mode qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on s'inscrit ensemble? Et donc on s'est inscrit ensemble, ce qui faisait qu'avec ces 700 000 vues et mes 1,3 million vues, enfin la chaîne BitGenius évidemment qui a 1,3 million vues, on s'est retrouvé peut-être 30ème du classement, il restait 2 jours. Et en fait au moment où le classement se ferme, tu passes 50ème. Tout pile 50ème. Et il se trouve qu'en fait, il a fermé le document 20 minutes avant la fermeture des inscriptions. Donc, Exa et moi, on est sur Discord en mode bon bah c'est foutu. On est 50ème, il reste 20 minutes. Là, dans la dernière heure, il y avait genre 10 duos qui nous avaient doublé. C'est terminé, on sera pas pris, tant pis. Donc, vraiment, dans nos têtes, pendant 2 jours, c'était on sera pas pris, laisse tomber. Et donc, on s'entraîne pas, on fait rien. Et on est dépité. Et en fait, le jour où Zerator publie les inscrits, on voit apparaître nos 2 grosses têtes sur l'affiche. J'étais vraiment heureux. Moi, je me rappelle, j'étais avec des potes chez moi, on buvait une bière et j'ai vu ça sur mon téléphone et ils comprenaient pas pourquoi je criais comme un dératé. Donc j'étais vraiment très très content parce que c'est du coup sorti un peu de nulle part. Et ZLAN d'ailleurs, du coup, qui a été décalé à cause du confinement au dernier week-end d'août. Voilà. Moi, j'aimerais bien savoir, parce que c'est la question un peu typique que je donne à toutes mes interviews que je passe sur KWK. Donc, quelle est la journée type d'un manager Fortnite? Ma journée tourne pas autour du management Fortnite. Donc en soi, ça sert un peu à rien de faire un peu bah, le matin je fais ça, le midi je fais ça, le soir je fais ça. En fait, je vis plus par rapport à mon métier que par rapport à ça. C'est-à-dire le graphisme, en l'occurrence mes études, pas mon métier. Mais donc du coup, en fait, plus l'impact que a le management Fortnite sur ma journée, c'est quelques heures de discussion avec mes joueurs, que ça soit autant sur mon téléphone que sur Discord, sur mon ordi, etc. Ça va, en fait, une journée, comme toutes les autres, ça va vraiment être faire attention à ce que tout le monde aille bien. C'est-à-dire de vérifier que mon joueur, il participe bien à la cup pour laquelle il est inscrit, de vérifier qu'il n'y ait pas un gros tournoi qui apparaisse sans que je m'en rende compte pour pouvoir bien y inscrire mes joueurs, de vérifier que mon coach interagit bien avec mon joueur par rapport à sa cup, a bien préparé tel truc. Ça va être vérifier que, voilà, que tout roule. En fait, quand tout roule, j'ai rien à faire. C'est vraiment vérifier que tout le monde va bien, que tout roule, que tout le monde a les informations dont il a besoin, que tout le monde est inscrit à la cup à laquelle il veut participer. Et là où vraiment il y a un vrai boulot, enfin beaucoup de temps à investir, c'est à la préparation d'une LAN,
à vérifier que tous les déplacements sont prévus, à donc réserver tout ce qu'il faut pour déplacer, loger, nourrir, que les virements sont bien faits aux bonnes personnes, que les places sont bien réservées, contacter les sponsors, etc. Donc en soi, c'est vraiment la gestion de la LAN qui me prend énormément de temps. Le reste du temps, c'est vraiment discuter avec les uns et les autres. Ça, évidemment, inscrire les joueurs à des tournois, même si en ce moment ça se fait moins, en fait, les organisateurs contactent très souvent les joueurs directement. Mais voilà, de temps en temps quand même, il va falloir que j'aille gratter des places par-ci, gratter des places par-là. Et peut-être là où il y a aussi boulot à faire, à proposer, c'est dans la trouvaille de duo, trio, squad. Quand on a un joueur voilà, qui a besoin de trouver ça, je vais quand même m'y mettre énormément pour lui trouver des profils qui peuvent l'intéresser, contacter des profils qui l'intéressent, etc. Et toi, si tu devais un peu parler de tes futurs projets personnels, du coup, moi j'aimerais bien savoir quels sont tes futurs projets personnels. Alors, dans mon monde professionnel d'études, de design graphique, j'aimerais énormément, peut-être, je ne sais pas, sûrement, j'espère en tout cas, aller jusqu'au master. Je termine mon bachelor d'ici 1 an, en juin, donc un bac plus 3. J'aimerais bien aller jusqu'au master, en alternance si possible. Et je pense qu'un projet fou, ce serait d'arriver à signer l'alternance ou chez BGenius ou chez une autre structure. Ça me permettrait vraiment de continuer à faire ce que je fais sans avoir l'inconvénient d'être dans une entreprise en train de faire des études en plus d'être manager. Donc ça serait vraiment idéalissime, je pense que c'est peut-être mon plus gros projet, c'est d'aller jusqu'au master en alternance dans une structure. Et sinon au niveau de l'e-sport, je me développe énormément dans le stream, je trouve ça incroyable. Je prends beaucoup de plaisir à animer, à discuter, à streamer, à m'entraîner pour la ZLAN, à caster, etc. Donc peut-être que mon projet, ça va être, dans mon projet surtout dans l'e-sport, peut-être ce sera de encore plus m'investir dans le monde du streaming, je pense, je dirais. Et pour terminer, moi j'aimerais bien savoir quels sont tes objectifs professionnels. Tout ce que tu veux réaliser par la suite sur la structure BGenius, ou même plus tard dans l'e-sport. Au jour d'aujourd'hui, je me sens vraiment très bien chez BGenius. Donc, sauf si un jour j'ai une grosse structure française ou européenne qui vient me proposer un contrat en CDI, je pourrais pas me permettre de refuser, c'est pas possible. Mais dans le cas contraire, si je me vois proposer un contrat avec un peu d'argent ou une autre structure ou quoi que ce soit, je dirais vraiment non. Parce que je me sens vraiment très bien chez BGenius et je sais que BGenius peut aller très loin. Je fais énormément confiance à l'équipe qui m'entoure et qui s'occupe de BGenius, etc. Et je pense vraiment que c'est une structure qui, dans les prochaines années, sera au top du tableau français. Et j'ai vraiment envie d'évoluer avec eux, j'ai vraiment envie de voir à quoi ça va ressembler, est-ce qu'on arrive à monter un truc vraiment bien tous ensemble. Donc je pense que mon projet dans ce monde-là, c'est vraiment de rester chez BGenius et d'évoluer avec. D'accord, j'ai fini toutes mes questions. T'as répondu à ce qui était important pour moi de savoir. Il y a une question de Wax. Je demande quel projet a BGenius pour 2020. BGenius a beaucoup de projets pour 2020. Je pense pas avoir le droit de vous en dire énormément. En tout cas, voilà, tout ce que je peux vous dire, c'est que avril devait être un mois extrêmement chargé pour BGenius. On avait énormément de choses incroyables dont j'étais particulièrement fier, qui devaient avoir lieu au mois d'avril. Et malheureusement, énormément de choses ont dû être décalées. Il y a déjà quelques trucs qui sont apparus, mais des trucs moyens plus, j'ai envie de dire. On réalise la Carcassonne Cup qui a été annoncée, mais qui arrive bientôt. On a réalisé une cup avec des étudiants et des sportifs professionnels, avec l'université de Bourgogne, qui était donc castée par moi et Shark. Ça, c'était vraiment un réel plaisir, et ça a été très cool. Et ça fait un peu partie des projets qu'on développait pour 2020, mais il y a de très grosses choses qui devaient arriver en avril qui ont été décalées et qui devraient voir le jour soit d'ici la fin de l'année, soit en début 2021. En tout cas, c'est un gros moment de transition pour BGenius. D'ici fin 2021, BGenius sera très différent de ce que vous connaissez aujourd'hui. En tout cas, c'était un réel plaisir de moi aussi, écoute, cette émission avec toi, Olin. J'en ai appris beaucoup plus un peu sur tout ce qui était manager, sur le monde du management, surtout sur toi, sur comment t'es passé, comment t'as évolué dans ce monde, qui est vraiment quand même difficile d'accès, parce que faut avoir quand même les contacts par-ci par-là et aussi les compétences requises. Donc, effectivement, c'est un monde compliqué d'accès, effectivement. Bon, je vais vous laisser, là je vois qu'il n'y a aucune question et ça veut dire que tout a été dit. Donc écoute, moi je vais vous laisser sur ça. Du coup, je te remercie vraiment Chixbo d'avoir répondu à toutes mes questions. Merci à toi, on se retrouve pour une prochaine interview, du coup celle de Youm qui arrive rapidement par la suite.